qui fait la force d'une organisation, c'est l'alignement stratégique. C'est-à-dire l'alignement entre ce que veut l'organisation et les moyens qu'elle a par rapport aussi à l'environnement dans lequel elle va graviter. Quand notre alignement, il est parfait, qu'on a tout qui est tout va très, très bien. Du moment qu'on ne veille pas, en termes de management, aligner l'ensemble des ressources par rapport au système de valeurs, par rapport, à notre cohérence stratégique, alors on va avoir des problèmes. Bienvenue dans La Suite, le podcast où les dirigeants parlent à voix haute et sans filtre. Je suis Ludo et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Xavier Villa. Xavier, c'est le fondateur de 15, conseiller en stratégie, séminaire en montagne pour dirigeants et équipes. Son parcours est assez atypique. Directeur général dans l'industrie, dans les collectivités locales et publiques. Menteur aussi à Grenoble. En tout cas, c'est un profil caméléon multiculturel. Xavier utilise la montagne aussi comme laboratoire en leadership. Xavier, bienvenue dans La Suite. Merci beaucoup Ludo pour cet accueil. Et avant de plonger, est-ce que déjà j'ai plutôt bien résumé ou est-ce qu'il y a un truc capital que j'ai potentiellement loupé te concernant? Non, je pense que tu as bien résumé. Après, c'est vrai que je suis pas trop CV, je suis plutôt à regarder, sur ce qui se passe, ce qu'on fait aujourd'hui. C'est plutôt mon côté caméléon et ce qu'on peut apporter, plutôt que de regarder, ce qui s'est passé, on va dire. Bien. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux me dire, explique un peu ton daily job en fait chez 15, mais comme si j'avais 10 ans, pas avec des mots compliqués, assez simple, droit au but. OK. Mon daily job, bah, l'idée c'est que moi, en fait, pour faire court, j'aime bien aider et j'adore, aider les personnes et les organisations, en fait, à aller bien et aller mieux. C'est-à-dire que, se challenger pour être plus performant, pour atteindre des objectifs, pour le faire, on va dire en dépensant dans l'idéal le moins d'énergie possible, pour être le plus impactant possible. Très bien, super. Je voudrais revenir un petit peu dans le passé, Oui, heu, pas trop évidemment, mais en fait, déjà par exemple par rapport à tes études, je sais que je crois que tu es d'originaire, d'ici. Je sais pas oui, si tu je as suis fait, d'Annecy. tu es d'Annecy, voilà, et tu es parti au Québec faire tes études. Ouais. Du coup, pour moi, c'est déjà une trajectoire. Qu'est-ce qui a fait, du coup, le choix de partir? Pourquoi là-bas? Alors le choix de partir là-bas était toujours quelque chose, d'inné. C'est assez, incompréhensible, mais tout petit, je me souviens chez mes grands-parents, quand on venait en vacances, parce qu'avec mes parents, on a pas mal, bougé en France, du fait de leur job et mon port d'attache a toujours été Annecy et en fait, chez mes grands-parents, j'avais un set de table, j'avais le Jatou Frontenac qui était tout le temps sur set de table et j'ai toujours je disais toujours: «J'irai au Canada». Et de façon inexplicable, une fois que j'ai terminé mes études, j'étais en master de droit et Sciences Po, à Lyon. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là?» En fait, j'aimais bien ce que je faisais, mais il me manquait un truc. Et puis un jour, je suis rentré chez mes parents et j'ai dit: «Faut que je parte». Puis, le week-end, genre, j'ai posé mon dossier pour partir à Montréal. OK, très bien. Vraiment sur un coup de tête. Clairement. Et du coup, comment ça s'est passé aussi, là-bas, je sais pas, ton intégration, quel est, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que là-bas, il y a eu un avant et un après, je Ouais, suppose? Parce que ouais, clairement, là-bas, ça a été un truc. C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'était une évidence en fait. Tu arrives là-bas et tu te dis: «Waouh, c'est la maison». C'est c'est fluide, c'est étrange, c'est on se comprend, c'est cool. Hem, Ça a été, déstabilisant au début. Déstabilisant parce que c'était presque trop évident. En fait, il y avait des choses qui étaient hyper simples, les relations avec les gens, la bienveillance, et attention à pas confondre, les choses, qui peuvent être niaises. Non, c'est vraiment de la bienveillance sincère, hein, c'est quelque chose de cool. Et puis le fait qu'on arrive à construire une formation, enfin qu'on vient en tant qu'étudiant et qu'on se dit qu'on a envie de se développer, qu'on n'est pas là à subir des cours, mais qu'on choisit quelque chose qui va vraiment nous aider à façonner notre parcours, quelque chose qui nous correspond. Et c'est ce que j'ai eu la chance de trouver. C'était vraiment un tremplin dans un grand virage plutôt dans ma vie. Je parle pas encore de carrière parce que j'étais étudiant, mais du bien moins, sûr. dans ça a donné du sens à toutes ces années d'études que j'ai pu faire, que j'avais du mal à voir en fait au début en France où, ça me plaisait mais je me projetais pas dedans. OK, ouais, super. Et et du coup, ça nous amène, petit à petit justement à ce moment de bascule, professionnelle. Pour toi, du coup, pour toi, c'est quoi, le moment précis de la bascule, professionnelle?
Tu parles quand j'étais là-bas ou quand je suis rentré qu'il y a eu un déclencheur? Je pense que tu es rentré et du coup, il y a eu un déclencheur à ce moment-là. Ouais. Pour moi, après je connais pas ta vie, Mmh. à proprement parler, mais pour moi, je suppose qu'il y a une bascule entre le monde de la direction générale et le fait que tu aies, créé 15. Je suppose qu'il y a eu Ouais, un alors il faut déclic. remonter dans le temps effectivement. Alors je suis un peu lent comme bonhomme, je suis un peu têtu aussi et il faut savoir que quand je suis rentré, en France, mes mentors canadiens passaient leur temps à me dire, «Monte ta boîte, monte ta boîte, monte ta boîte». Puis moi je comprenais pas, je dis: «Monte ma boîte, mais pourquoi faire en fait?» Et du coup, bah, j'ai fait de la direction générale et puis je suis passé dans le privé, encore faire de la direction générale. Mais il y avait toujours un truc, qui relevait plutôt de ma personne et en fait qui faisait que je m'ennuyais tout le temps. Parce que je suis juste un gars qui est pas fait pour rester collé derrière un bureau, en fait et mon côté un petit peu caméléon, fait que j'ai besoin de pluriactivité dans une même journée, que j'adore accompagner les gens, que j'adore transmettre et c'est comme ça, en fait, que j'ai finalement accepté de se dire: «Bah, OK, c'est possible de créer une entreprise qui va aider les gens, qui va former des gens et qui va le faire avec des méthodes un peu particulières qui correspondent en fait à, ce que je suis. Voilà, on sort des Mmh. cadres, on sort du cadre, on va créer des espaces, on va créer le champ des possibles, on va dire pour permettre, et ben, en fait, aux stratégies d'émerger, aux individus d'exister et d'être performants. OK, super intéressant, ouais. Et qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi de cette époque-là, si ton toi d'aujourd'hui, tu devais rencontrer ton toi, d'hier, tu lui aurais dit quoi à ce moment-là? Ne lâche rien, ne lâche Ouais. rien et surtout, je pense que je me serais dit beaucoup plus tôt, «Écoute-toi». Mmh. Parce que même si les situations sont pas évidentes quand on est créateur d'entreprise en France, on va pas se mentir, peu importe le domaine dans lequel on peut raconter ce qu'on veut, on va être très clair, au début on vous de la merde, hein. On va parler français et si on n'est pas accroché avec la confiance dans ce qu'on aime faire, qu'on a envie de partager, ce qu'on peut faire, alors on lâchera tout. Et quelque part, cette petite flamme que les Canadiens entretenaient depuis le début en me disant: monte ta boîte», bien évidemment, elle résonnait très tôt. Simplement que je n'avais pas eu, accès à cette information, j'avais pas cette culture-là à l'époque et pour autant, j'ai toujours eu la même passion dans le management, le côté humain, le côté on vient aider parce que en fait, c'est ça le management, hein, c'est parce qu'on arrive à être un catalyseur, on mobilise des personnes, et on arrive, donc à nos objectifs et ça, j'ai toujours adoré le faire et j'aurais aimé, voilà, pouvoir peut-être le faire plus tôt, mais il faut pas vivre avec des regrets et Mmh. dire Bien qu'aujourd'hui je sûr. peux le faire, bah, c'est de la persévérance, c'est croire justement dans l'utilité de cette fonction aussi, hein, qui est pas forcément perçue, de la meilleure des façons par le marché. Ça change beaucoup, mais voilà, c'est ne rien lâcher. Et du coup, c'était quoi les premiers obstacles que tu as dû, surmonter, voilà, au tout début du coup, au lancement? Les premiers obstacles, ils ont été tout simplement, peut-être, les mauvais partenaires d'affaires, c'est-à-dire, choisir, les alors je le dis aujourd'hui à mes clients, parce que forcément quand on accompagne des gens dans la création, c'est une affaire de confiance. Mmh. Des gens qui ne nous inspirent pas ou quand on a le moindre doute, même si la fonction est obligatoire, je parle de la banque, je parle d'expert comptable, je parle de l'assureur, je parle, de tout ce qui va pouvoir graviter dans l'entreprise et qu'on ne fait pas. Si on a le moindre doute, si on a la personne, on voit que ça bégaye un petit peu parce que la personne ne comprend pas, on fuit, on fuit. D'accord? Il faut être exigeant. Ne Encore une fois, on crée quelque chose avec des vrais partenaires solides qui vont être là dans le beau temps comme dans le mauvais temps, mais il faut savoir qui est-ce qu'on emmène à bord. Oui, je comprends, ouais. J'ai la prochaine question, je pense elle fait même écho du coup à ce que tu viens de dire, mais c'est, qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher? Alors, c'est pas spécialement en argent, hein, mais du coup en temps, en effort, voilà, en résilience aussi, parce que du coup, quand on monte une boîte, bah, il y a toujours ce côté, il faut continuer l'effort et encore et encore. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher? Ne pas douter de la pertinence du modèle parce que souvent on me disait: «Mais tu es écarté
Mmh. de ce qu'on peut faire. Même l'expert comptable me disait: «Mais qu'est-ce que vous faites?» L'expert comptable m'a dit un jour: «Mais occupez-vous des clients qui sont autour d'Annecy». Je dis: «Mais non, bah, tu rien compris». En fait, le truc, c'est que, les clients sont ailleurs. La boîte a été créée pour faire un pont entre, le Canada et l'Europe, avec une partie, on est différenciant, on crée des séminaires, on travaille avec, une cible de clients qui est identifiée et en fait, on s'aperçoit que notre entourage, parce qu'ils ont peur ou qu'ils savent pas accompagner cette entité-là, vont dire: «Oh là là, calmez-vous, travaillez-vous» et donc en fait, le plus dur a été de croire, de continuer à s'entretenir malgré le fait que nos partenaires d'affaires, étaient, pas câblés et en fait, on peut pas leur en vouloir, mais n'étaient pas câblés pour accompagner ce type d'activité. OK, oui, je comprends. Hem, Très bien. Bon, on a vu qui tu étais, ce que tu as fait. On va parler maintenant un petit peu plus du présent et puis l'avenir va du coup constituer le début de la conclusion. Je devance un petit peu sur le programme, mais mais en soi, là au présent, c'est quelle est un peu ton approche? Alors du coup, j'ai dit, en intro que la montagne pour toi, c'est le laboratoire. Toi, ton périmètre d'activité s'étend de Genève à l'Isère, en passant par les 2 Savoies, si je me trompe pas et parce qu'il y a toute cette chaîne montagneuse, qui est finalement, ton lieu de travail. Mais du coup, est-ce que tu peux m'en dire, tu peux m'en dire davantage sur, voilà, sur ton approche, sur comment ça se passe et pourquoi la montagne? La montagne est un des leviers. C'est la Mmh. montagne est une passion pour moi, j'ai grandi dedans. Mmh. Mes parents, nous ont mes sœurs et moi, beaucoup baigné dans cet univers-là, collège de Chamonix, enfin voilà, donc c'est quelque chose de ça fait partie de ma vie, c'est partie intégrante et ça a Oui. toujours été la zone où je me ressourçais, je rechargeais Mmh. et forcément la marche, va, provoquer dans le fonctionnement du cerveau, on fait ce qu'on appelle des états de conscience modifiés, va nous faire penser différemment, va et on cogite. On se dit: «On est hors de quelque chose» et c'est vrai que systématiquement, moi, chaque fois que je redescendais, je partais qu'un sujet, j'avais mes réponses en rentrant. Chose que j'étais incapable de faire quand j'étais coincé derrière mon bureau. Et ça, en parlant avec, notamment, mes partenaires canadiens, on s'est dit: «Mais c'est l'activité de 15». Et en fait, c'est ce que je sais faire, c'est emmener ces personnes, que ce soit même des étudiants, parce que j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir emmener, des étudiants plusieurs jours, Mmh. travailler dans ces conditions et ça a fait des effets complètement incroyables sur l'apprentissage et des séminaires, en fait, on se dit les choses complètement différemment. On est hors cadre, alors ça veut il y a plein de trucs qui se font hors cadre. On peut faire du team building, alors, voilà. Non, là, on va Mmh. vraiment travailler le fond. On va se confronter à notre réalité, à la réalité de l'entreprise, puisque c'est notre sujet, hein, on c'est les individus dans l'entreprise, moi c'est le groupe qui m'intéresse Mmh. et cette montagne, ouais, c'est le terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, mais je dirais que c'est plus globalement, c'est la nature puisque j'ai eu l'occasion d'en faire aussi, plus du côté du Québec, montagne un peu plus ronde, donc on est plus dans la Oui. forêt, et puis là, on a des projets dans le désert, au Maroc notamment, donc on va OK. travailler aussi cet univers-là, voilà, donc c'est plutôt la démarche de se dire: «OK, on va ensemble, dans la nature et cette zone, on va pouvoir travailler plein de choses en sur mesure pour chacun de nos clients». Mais, du coup, ça me soulève plein de questions parce que, concrètement, tu vois, est-ce que tu pars avec un objectif en tête, ou non, pas du Le tout? seul objectif en tête, c'est de se dire: «OK, j'ai un client avec lequel j'ai discuté auparavant, j'ai compris ses problématiques. Moi, j'ai identifié alors ce qu'il a voulu me dire Mmh. et de ce qu'il me dit, j'ai entendu peut-être quelques éléments qui m'ont permis de lui proposer, un endroit où on pourrait aller travailler pendant, 2-4-5 jours avec les équipes. Ensuite, on va construire des thématiques. Mmh. Mais par contre, je travaille avec une matière qui est produite en direct. C'est-à-dire que Ah le oui. fait, on va pas faire de descendant. Il va toujours y avoir des points un petit peu plus techniques, mais on va les faire Mmh. travailler ce collectif, on va travailler l'intelligence collective, on va travailler le magma qui va être produit, en direct par les équipes, qui va être bien évidemment couplé à des niveaux de fatigue, à des niveaux d'effort, qui vont modifier probablement le contenu et charge à moi de trouver le fil conducteur tout au long de ce séminaire pour ensuite bâtir du concret. C'est-à-dire que, le client et on l'a pas emmené en promenade, hein, Ouais, on bien sûr, ouais. on l'a changé d'univers et à la fin, on fait une synthèse. Une synthèse qui dit: «Bon OK, voilà la photo qu'on a pu faire avant, voilà ce qui Mmh. s'est passé et voilà
avec quoi je vous propose de redescendre de la montagne. Et voilà ce qu'on va faire maintenant concrètement dans votre organisation et comment on va le décliner. Et donc ça peut prendre des formes de formation, d'accompagnement, de coaching, de plan stratégique, de Mmh. transformation de l'organisation. Voilà, c'est des choses qui sont un peu plus outillées. Quand j'ai préparé un petit peu, l'émission, tu vois, je me disais: «Est-ce que, souvent quand on monte, enfin en montagne, on fait une rando, pas besoin que ça soit extrêmement élevé, mais en soi, il y a quand même un point culminant». Et je Mmh. me disais: «Est-ce que, du coup, c'est au point culminant qu'on a des réponses ou en fin de compte, c'est vraiment, la boucle, et le soir, après quand les idées sont reposées, qu'il y a des choses qui émergent?» Ou est-ce que justement tu as plutôt une bonne mémoire et une très bonne écoute pour le coup, parce que, du coup, s'il y a 3 4 heures, bah, de rando et ce qui, tu emmagasines finalement 3 4 heures de discussion. Alors après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de off, mais, justement, c'est là où je te pose la question. Au niveau de la structure, comment toi tu organises ça? Donc tu l'as déjà dit un peu en calque, mais, voilà, est-ce que tu peux aller un petit peu plus, dans le détail par rapport Alors à dans ces le questions? détail, par exemple, si on part faire une rando, quelle qu'elle soit, encore une fois dans le désert, en forêt ou en montagne, il va toujours Mmh. y avoir un brief collectif au départ qui va présenter le Ouais, bien topo, le sûr. pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on va faire comme rando. En général, il peut y avoir aussi plusieurs trajectoires. Alors, il faut préciser qu'on est toujours accompagné par des guides, parce que du coup, moi, je vais pas porter la sécurité. Il faut que je m'occupe du contenu. Tu poses la question de savoir comment on fait pour tout gérer, ben, je vais pas en plus gérer la sécurité. Donc on confie OK, ça je à des guides comprends. professionnels Ah ouais, tout à fait. et ce qui me permet, moi, d'être serein et donc de proposer même dans le choix, par exemple, on va souvent se retrouver avec des randos avec qui ont sur le topo carte, on va proposer peut-être plusieurs itinéraires, puis on va laisser les équipes choisir. Ça va donner un certain nombre d'éléments aussi, parce que moi je vais regarder la façon dont la décision collective est prise du trajet. Et après on va commencer à travailler, je vais leur poser des questions. Je vais leur demander de cogiter pendant un certain temps. Je leur dis: «Bah, voilà, je vais vous poser 3-4 questions après ce topo, puis je vous propose qu'on marche en silence et puis qu'on se retrouve, là, tout à l'heure pour faire tel point et OK, vous allez me dire, on va débriefer. Puis après je vais rebondir sur des trucs et on va relancer la machine». super, ouais. C'est ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même pas, commun d'une certaine manière. On va essayer. Heu, je suis pas non plus, cadre, dirigeant d'une grosse entreprise, mais en soi, oui, après je comprends aussi du coup, heu, toutes ces structures qui est mis en place. C'est vrai que quand on sort du cadre, souvent, en fait, quand on passe une porte, qu'on se souvient plus de pourquoi on était allé chercher quelque chose. Donc c'est vrai que même physiquement, du coup, se retrouver hors contexte, hors bureau, avec son équipe et cetera, c'est clair que ça va ouvrir et faciliter aussi une certaine, dimension dans la discussion et dans les échanges. Et c'est ça justement, toi, tu es le facilitateur, pour aller, chercher ces informations, comprendre justement, les problématiques et au-delà de ça aussi des solutions à mettre en place. C'est vraiment, cet espace qu'on va créer pour que, voilà, c'est surtout le concret parce que parler pour parler, bon, OK. Après, je veux dire, voilà, il y a toute une dimension qui va être, de l'ordre de la psychologie, mais ça, c'est pas moi, je suis pas psychologue, hein, encore une fois, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui relève, de l'activité de l'entreprise et des humains qui la composent et puis des problématiques beaucoup plus personnelles, Mmh. qui pourraient, être, livrées par certaines personnes. Il faut savoir aussi, je travaille avec des psychologues d'ailleurs, qui viennent en appui. On peut travailler, ces sujets-là, mais c'est voilà, il faut vraiment scinder les choses mais quand on crée ces états, on va dire modifiés, il y a une forme de confiance qui se crée avec l'ensemble des équipes. On perçoit nos collègues différemment aussi, on perçoit la hiérarchie différemment, heu et les langues vraiment se libèrent. OK. L'idée est de savoir récupérer ça, de ramener ça avec l'état de la réalité du quotidien où ils sont au bureau et de se dire: «OK, bah, voilà, on est isolé quelque chose, mais concrètement, voilà comment demain, sur la base de tout ce travail, on va pouvoir construire une solution à vos nœuds qui vous empêchent au quotidien d'être performants ou de travailler ensemble tout simplement», parce que c'est souvent des sujets. Oui, oui. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, qu'il puisse avoir, par exemple, des conflits et que, ces personnes-là, du coup, Des conflits font, pendant les f séminaires ou au alors travail avant? D'accord. avant le séminaire et du coup, bah, le séminaire serait pour résoudre un conflit, par exemple? Est-ce que ça pourrait faire partie d'une mission? Est-ce que c'était Oui, déjà arrivé, par oui. exemple? Oui, 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 Ah oui? ça peut oui, oui, clairement, ça peut arriver. Alors c'est sûr que c'est un peu touchy parce qu'il faut gagner la confiance. C'est-à-dire que le sujet même de se dire: «On va partir ensemble quelque part»,
ça peut être dérangeant pour les personnes qui sont en conflit parce que c'est-à-dire qu'on va déplacer le conflit dans quelque chose. Ça veut dire qu'on traite pas et on peut avoir des personnes qui disent: «Ah non, non, attends, je suis déjà en conflit avec cette personne ici. Pourquoi je devrais emmener mon problème avec cette personne là-bas?» Donc il y a tout un travail en amont à faire pour déjà, bah, poser le cadre et dire on en reste des professionnels, on va aller plus loin que ça. Hem et puis j'ai tout souvent tendance à dire, enfin, c'est un peu ma vision des choses, heu, mon client, c'est l'organisation et donc le job qui m'est confié, c'est de préserver ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'organisation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble dans cette organisation? Et pourquoi on est là? Donc en fait, du moment qu'on a des individus qui savent pas ce qu'ils font dedans ou qui n'ont pas envie d'être là, à un moment donné, le sujet, il va être un petit peu différent. Ça veut dire que peut-être que tu as pas du tout à être dans cette organisation. Mais si tu as envie d'y rester, je pense que ça serait bien Mmh. qu'on aille travailler ensemble, Mmh. mettre un petit peu les objectifs au clair et trouver les conditions pour qu'on ait un dialogue fluide qui nous permette de générer la performance pour préserver l'intérêt supérieur de cette organisation. C'est beaucoup, beaucoup plus clair en tout cas. Je tu sais que j'avais quand même beaucoup de mal à résumer ton job et pourtant ça fait quelques années qu'on se connaît. Et t'attendais à ce moment pour me dire: «Je te J'attendais connais ce pas». moment. Exactement. Non, non, mais là, c'est clair. Au moins, c'est aussi beaucoup plus concret. J'arrive plus facilement également à le visualiser et c'est clair que voilà, je vois là sans l'ombre d'un doute la valeur ajoutée justement de ta technique, ton process justement que tu as mis en place, etc. Et qu'est-ce qui fonctionne. J'avais une question alors qui est double justement, c'était quelle est ta plus belle expérience que tu avais vécue en montagne et puis, bah, la pire aussi d'une certaine manière pour avoir les 2 extrêmes, voilà ce qui te vient en tête. La plus belle, ça a été l'un des premiers séminaires de 15. Mmh mh. Alors il faut savoir que 15, on parle beaucoup de management, mais c'est d'abord de la stratégie, du conseil en stratégie, enfin tout est lié. Mmh. Hem et que je reviens encore avec mon Canada, mais le fil des études, m'a permis de rencontrer des gens très haut placés dans la recherche, universitaire et notamment l'un des plus grands stratèges, et penseurs de la stratégie encore vivant, sur le globe, Henry Mintzberg, que j'ai eu Mmh. l'occasion de rencontrer à Montréal, un jour on s'est promené à Copenhague, c'était je suis membre du réseau Coaching Ourselves, donc c'est un des outils qu'on utilise chez 15 et Phil, le CEO de Coaching Ourselves me dit: «Écoute Xavier, on vient en Europe avec l'équipe canadienne et on va être à Copenhague». C'était en 2018, et puis on fait la réunion et puis Phil me dit: «Écoute, il y a Henri qui a envie de passer l'après-midi avec toi» et du coup, ben, on est parti se promener, dans Copenhague et ainsi de suite. Moi, très impressionné parce que c'est la référence mondiale de la stratégie Bien sûr. et on discute et je lui parle de 15 et je lui dis: «Mais on bluffe, hein, j'avais même pas prévu de faire ce séminaire». Mmh mh. Je dis: «Est-ce que tu serais d'accord si j'organise un séminaire l'année prochaine en montagne sur la thématique?» Alors il avait sorti quelques années plus tôt un livre qui s'appelle Rebalancing Society et je dis: Mmh. «On fait un atelier là-dessus». Il me prend par le bras, il me dit: «J'attendais que tu me le proposes». Le rendez-vous était pris. C'était l'un des plus chouettes trucs pour 15, où on a pu, rassembler des étudiants, des gens du secteur public, des gens d'ONG et des gens du privé, pendant 5 jours à Chamonix où on a mixé des ateliers avec Mintzberg, donc du travail sur le contenu, des excursions, des petites randos et c'était assez incroyable. Ça, Super, c'était ouais. pour le truc le plus chouette. Le truc le plus difficile, hem, ça a été peut-être avec un client, ouais, que j'ai emmené en rando, donc là, un dirigeant qui était un petit peu torturé quand même et qui avait du mal à en fait à verbaliser un certain nombre de choses, surtout d'accepter les difficultés de son entreprise parce que c'est aussi la réalité. L'économie, bah, en fait, on a beaucoup de gens, qui tentent de faire bonne figure, mais c'est lourd de porter, la charge et les peurs aussi qu'on peut avoir, se dire: «Bah, de quoi, demain je comment demain je bosse pour faire des fiches de paye à quelqu'un?» et en fait, cette personne en marchant, bah, s'est mise à pleurer, et c'était compliqué
parce que du coup, ça devenait, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la fatigue mentale. Hem, il y avait besoin de parler de stratégie, mais la stratégie, c'était plutôt une lutte pour revenir sur des choses, des zones rassurantes du passé, et le passé pouvait plus exister par définition. Et j'avoue que c'était compliqué à gérer, non pas en termes humains sur la personne, mais plutôt de se dire, émotionnellement parlant, c'était dur de rentrer, en discussion avec, cette personne qui devait accepter le fait qu'à un moment donné, peut-être qu'elle était plus la bonne personne pour conduire, parce qu'il y avait plus de vision stratégique. Et à un moment donné, bah, il faut savoir aussi le dire, c'est le rôle de l'accompagnant de parler en sincérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut constater, encore une fois, je reviens sur l'intérêt supérieur de l'organisation. L'organisation, c'est une personne qui va survivre à tout un tas d'autres personnes dans un idéal, et que, partant de là, à un moment donné, beh, il faut arriver à faire comprendre à la personne qu'on accompagne, qui est peut-être le créateur de l'entreprise ou de l'organisation, qu'à un moment donné, c'est plus la bonne personne. Oui, ouais, je comprends, ouais. C'est vrai clair que ça doit être quand même, très difficile. Oui, ça allait. Hem, Sans transition, mais, attends, j'avais une dernière question avant de parler vraiment sur le point de la bascule, de Münzberg et cetera, mais c'était plutôt, qu'est-ce qui te motive du coup chaque matin en fait? C'est quoi, ton moteur en fait? Je dis souvent à mes parents, je pense que je suis quelqu'un qui est peut-être un peu niais sans doute, mais je suis plutôt du genre, à m'émerveiller tout le temps. Et ce qui fait que le matin, moi, C'est quand une super qualité, hein. oh bah, ouais, mais j'ai le smile parce qu'il va se passer plein de choses que j'ai pas prévues dans ma journée, et je vais rencontrer plein de belles personnes, et il va se passer des trucs, et je suis Mmh. content, et je suis vraiment content. Parce que même quand c'est des mauvaises nouvelles, parce que c'est pas tous les jours, on a des dossiers qu'on n'a pas envie de gérer, on a des trucs, on ouvre le courrier, on n'a pas envie de voir ce courrier, et c'est pas grave. On avance, on se dit: «OK, c'est comme ça, je vais traiter, mais je sais où je vais, je construis, et je sais pourquoi 15 existe, et je sais que moi, eh ben, c'est ce qui me plaît, et j'adore partager ça avec mes étudiants en école». J'adore, travailler cette matière, et puis se dire: «Bah, comment demain je me réinvente fort de tout ça». Est-ce que le livre de Simon Sinek sur, trouver son pourquoi et c'est quelque chose qui te parle, ou pas du tout? Quel est un peu ton avis, par rapport à ça? Oui, alors ça C'est me ça, parle, c'est quelque part, parce c'est que un bon, petit peu la je fais un peu cette allusion-là par rapport à je sais qu'est-ce qui me motive le matin à me lever, parce que je sais pourquoi je me lève. oui, C'est pour ça que je fais un alors petit peu ce parallèle. oui, il y a des choses comme ça, mais c'est-à-dire que, heu trouver, je pense que le maître mot, au-delà de trouver son pourquoi, c'est s'aligner avec soi-même, d'accord? Trouver un pourquoi, c'est trouver une justification déjà, donc pour moi, ça me pose déjà un problème. Parce qu'on n'a pas besoin normalement, quand on arrive à avoir ce niveau d'alignement avec nous-mêmes, être en phase. Se connaître, connaître son environnement, accepter, s'accepter, c'est aussi, ne pas avoir besoin de justifier, justement le fameux pourquoi je dois me lever. Ça se fait automatique, c'est-à-dire que moi le matin, encore une fois, je suis pas câblé, je sais pas, mais je me réveille, hop, je suis content d'être debout quoi, j'ai pas besoin d'un pourquoi, ça va être la machine, et go, on est parti. C'est c'est vraiment, l'idée plutôt de cheminer, et je parle souvent en stratégie, ce qui fait la force d'une organisation, c'est l'alignement stratégique. C'est-à-dire l'alignement entre ce que veut l'organisation et les moyens qu'elle a par rapport aussi à l'environnement dans lequel elle va graviter. Quand notre alignement il est parfait, qu'on a tout qui est tout va très, très bien. Du moment qu'on ne veille pas, en termes de management, aligner l'ensemble des ressources par rapport au système de valeurs, par rapport, à notre cohérence stratégique, alors on va avoir des problèmes. Faut savoir que si j'avais pas appelé la boîte 15, je l'aurais appelée écart type, simplement pour pouvoir dire: «Bah, OK, t'as aligné, t'as annoncé la stratégie ici, mais en fait, t'es là, donc». Et du coup, alors pourquoi 15? Je rebondis directement là-dessus, hein. Voilà, j'ai tendu la perche qu'il fallait pas. Oui. Pourquoi 15? C'est mon surnom. Pour la petite histoire, alors ça s'écrit 15 QINZE parce que je refuse qu'on dise, je travaille, chez Xavier Villard, parce qu'à la base 15 est conçu pour être une équipe, et je veux que chacun et chacune puisse prendre sa place pleinement, puisque c'est la philosophie. Moi, j'adore cette notion de management, de co-développement, de co-construction. Donc en fait, il y a Mmh. pas de raison de le pratiquer chez des clients et de pas de le pratiquer chez soi.
Et pour la petite histoire, effectivement, c'est un truc que j'avais pas du tout prévu, mais c'est né comme d'une évidence. Alors pourquoi 15? Je m'appelle Xavier Villard, mes initiales forment XV. C'est un prof de relations internationales, donc dans mon école au Canada, qui un jour fait l'appel, et puis il nous dit, il appelle et puis on a la chance d'accueillir 15. Bon, moi, ben, jamais appelé 15, alors je risquais pas de lever la main et ben je lève la main et: «Monsieur, vous m'avez pas appelé». Et là, il regarde tout le monde et 15 se réveille. Tout le monde explose de rire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» Et en fait, c'est là où il a fait, et il s'est retourné, il a pris un feutre et il a écrit sur, le tableau, il a fait un grand XV. Tout le monde était mort de rire et du coup, c'est resté. Super anecdote. Bah, revenons un petit peu, du coup, au Canada et un peu à ce moment de bascule, dirais-je. Il y a un nom qui résonne fort, chez toi, hein, c'est Henri Mintzberg. Est-ce que lui, du coup, tu l'as inclus, du coup, dans ton cheminement lors de cette bascule professionnelle? Oui, clairement, ça a été vraiment un élément moteur et encore une fois, aujourd'hui, c'est quelqu'un, bon, qui a un certain âge, mais qui a une vivacité d'esprit, qui est hallucinante, qui écrit encore beaucoup. Mmh. Faculté à comprendre, les subtilités, du monde, des organisations, leur complexité. Il a toujours dérangé, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va pas nous parler de leadership, il aime pas ça, il va parler de clichés. On va dire, on va travailler sur l'ensemble. On va pas travailler sur des héros, on va travailler sur ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires et qui font en fait la force des organisations. On va être dans le pragmatisme, on va être dans l'adaptation en permanence des organisations, c'est les stratégies émergentes, d'accord? Pas de planification, on perd pas de temps à planifier, le plan il va pas marcher. Autant former des personnes qui vont comprendre et qui vont être formées à comprendre l'environnement extrêmement complexe dans lequel les organisations gravitent, pour qu'on puisse justement, être beaucoup plus, souple, je dirais pas agile parce que c'est encore un autre sujet, mais voilà, avoir cette vision, avoir cette humilité, cet esprit critique, et cette capacité aussi à emmener avec nous, dans toute cette équipe pour atteindre nos objectifs. C'est super intéressant, du coup, de bon, c'est un peu ton mentor et du coup, tu pu le rencontrer. C'est ça aussi qui a fait, ce que tu es, aujourd'hui, hein, c'est ça? Oui, Si je oui, entre comprends bien? autres. Après, bon, c'est Enfin, sûr que des une mentors là-bas, influence. ouais, 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 donc il y a eu pas mal influencé et puis pas mal de ouais, cette influence canadienne, elle est très, 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 elle est très forte et puis, c'est vrai que je dois pas mal de choses à 2 personnes, 3 personnes là-bas. Hem, mon prof qui a dirigé en fait mes études aussi, Daniel Maltais, qui m'a donné, la passion pour la stratégie. Et qui m'a permis aussi d'être initié à Menzberg, entre autres. Nathalie Rinfret, qui est une prof émérite aussi, en leadership, et elle, qui a une dimension vraiment internationale, où on travaille beaucoup sur cet aspect, vraiment, d'accompagnement et avec qui encore, me coach moi-même, sur pas mal de sujets. Et puis voilà, des gens comme ça, des rencontres, dingues, ouais. Et du coup, pour parler un petit peu le présent et amorcer un petit peu la conclusion qui est un peu une prospective, parce que j'aime bien parler un peu du futur. Ouais. Est-ce que du coup, selon toi, quels sont, bah, les défis, on va dire, majeurs, des organisations, là, en 2026? Notamment, bah, sur cette partie un peu, bon, moi, j'emploie le terme leadership, management, leadership. Voilà, quels sont un peu ces défis majeurs, là, sur cette nouvelle année et les mois à venir? Alors ça va être développer, de vraies capacités, à créer à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation apprenante, mais en tout cas de l'organisation qui a développé une vraie capacité à penser collectivement. Pourquoi? Parce que, l'IA est une généralité, on va dire. Ça sert à rien de dire, «Je veux pas entendre parler de ça». Elle est là, on doit s'en Mmh. servir, on doit pas lutter contre. C'est une formidable alliée pour qu'on puisse enfin se concentrer sur de vraies, fonctions de développement dans l'entreprise. On a souvent eu, alors je parle surtout pour le marché français parce qu'il est assez caractérisé par ça, où on avait des gens qui étaient en réaction parce qu'on avait peur de tout, alors on réagit, on se plie, on machin, on ci, on là. Mais on n'a pas de vision, on n'a pas de projet ou alors on fait un plan stratégique qui ne marchera pas et on n'a pas cette capacité à se dire: «Bon, et si on sortait du chemin là et on regardait un petit peu les choses autrement pour aller chercher un autre marché?» Et puis aussi travailler, et rassurer des gens. On est dans un monde qui devient angoissant. Alors je ferai pas de la géopolitique ce soir, mais tout le monde a ses craintes.
D'accord? Aujourd'hui, c'est rien de faire bonne figure. Tout le monde a la boule au ventre parce qu'on se dit: «Bon, bah, qu'est-ce qui va nous tomber dessus aujourd'hui?» Est-ce que c'est un problème avec Trump? Est-ce que c'est un problème avec Poutine? Est-ce que c'est, la bourse qui va, crasher? Est-ce que c'est, mon banquier qui va fermer? Il y a des Mmh. angoisses, mais personne n'en parle. Et en fait, on va se retrouver dans le phénomène du groupe, de l'organisation, qui va être ce truc qui doit rassurer. Et on est dans des entreprises où, ben, quand de façon complètement paradoxale, on nous dit: «Bah, j'ai envie de travailler dans une entreprise qui a du sens pour moi, avoir un travail qui a du sens pour moi». Puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a, je crois, 67 des Français qui vont travailler avec la boule au ventre le matin. Tout à fait, oui, c'est un de tes dernières publications Oui, tout à fait. sur LinkedIn, oui. Oui. Et ça, c'est important. Alors, je suis plutôt à mettre les pieds dans le plat, mais OK, Mmh. très bien, ce sont des constats. Mais on connaît les causes et on a des remèdes. Donc, est-ce qu'on continue à regarder ces chiffres s'aggraver? C'est comme en stratégie, on regarde les courbes de crash des entreprises. Eh mais on connaît les causes. On connaît ces causes d'échec et on a plein d'outils pour le faire, pour pouvoir, changer les choses. Donc bon, alors ça, c'est l'élément moteur aussi qui me dit que, j'aime bien mon boulot. Et du coup, pour reprendre un peu ce chiffre un peu, choc de 67 des gens qui vont, au travail avec la boule au ventre, est-ce que, du coup, c'est issu du management? C'est issu en grande partie du management parce que alors deux causes principales. On a des managers qui sont pas des managers, d'accord? Qui sont devenus managers, souvent par accident. Des fois qui n'avaient pas envie de devenir manager mais bon voilà. On pourrait parler très longuement de ce sujet-là. Et il y a aussi des gens qui, ont oublié de prendre le temps de se poser la question de savoir vraiment ce qu'ils avaient envie de faire et qui se sont interdits des portes, d'accord? On dit souvent, «Oui, bah, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, machin, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait» mais il y a pas de mal, en fait, il s'agit pas d'aller porter une étiquette, simplement qu'il faut qu'on trouve des personnes qui soient capables et en général, c'est le management qui peut faire ça, de créer les conditions pour que ces personnes puissent s'exprimer et dire: «Bah, OK, c'est très clair, mais j'ai juste pas envie d'être dans cette entreprise et que moi j'ai un job en fait, le job de mes rêves, c'est peut-être faire autre chose. Je voudrais, je sais pas moi, bah, pousser la tondeuse, ça m'intéresse. Bah, alors, je vais faire de la tondeuse. Mais en fait, parce qu'on on laisse pas suffisamment alors, il y a beaucoup de structures qui accompagnent et il faut aussi les mettre en lumière, qui permettent à des personnes de rebondir. Mais je pense qu'il est grand temps d'ouvrir le sujet de ce mal-être, qui est principalement lié à des non-alignements. Je parlais d'alignement tout à l'heure, de non-alignement en fait de nos personnes par rapport à l'entreprise et puis on se dit: «Bah non mais c'est le bordel partout dans l'économie, il me faut une paye, alors je me tais et puis, c'est comme ça que ça va se passer». Mais en fait non, pas du tout. C'est justement en zone de turbulence qu'il faut se poser des questions, de se dire: «OK, est-ce que vraiment envie de rester là-dedans?» Donc oui, j'ai bien compris les 2 facteurs. Je vais quand même retourner sur le premier. J'ai une question qui est assez naïve, mais du coup, est-ce que ça s'apprend d'être manager? Oui, clairement, c'est-à-dire qu'il y a, tout un tas de alors bon, bien évidemment, il faut avoir une appétence, mais ça s'apprend. C'est-à-dire que, pendant longtemps, on a pensé que c'était le meilleur des techniciens qui allait devenir le meilleur des dirigeants. Or sauf que toutes les études démontrent que c'est faux. Mmh. Ça Ouais, ne tout à fait. marche pas, point. C'est même pas discutable. Alors bien évidemment, il y en a qui vont s'accrocher à leur chaise, mais enfin vous comprenez rien, c'est moi le meilleur, je suis ci. Ouais. Ça s'appelle l'ego qui est mal placé et ça traduit d'autres problèmes derrière, mais bon, on va pas faire, de la psychologie ce soir. Mais en tout cas, oui, ça s'apprend, et ça s'apprend à 2 niveaux. C'est-à-dire que ça s'apprend surtout pas dans un livre, ça s'apprend par l'expérience, par les interactions avec des humains, des vrais. Une fine compréhension des écosystèmes que sont les organisations, que sont leur environnement et avoir quand même une fibre, pour pouvoir se dire: «Je suis OK pour mobiliser et accompagner des gens». Le mot accompagner est fondamental Mmh. et c'est en ça où on va développer un certain nombre d'outils, de postures qui vont permettre à les gens de prendre toute la dimension en fait, spécificité humaine, de l'unicité, de ces humains en fait à qui on va demander de bosser ensemble. Donc oui, ça s'apprend. L'humain, c'est pas une machine, qui ressemble à une autre machine qu'on va mettre sur une chaise et on va lui demander de faire quelque chose. Ça se mobilise et donc oui, ça s'apprend. Mais attention, ça ne se décrète pas et ça ne s'apprend pas, encore une fois,
en disant: «C'est bon, j'ai lu un bouquin de management, c'est bon, je sais organiser une réunion, je sais, mobiliser une équipe pour, atteindre ses objectifs» et puis, en final, on s'aperçoit que celui qui a appris dans un livre et ben, il va nous écrire, tout plein de mails tous les jours, puis il va dire: «C'est bon, je manage, je les dirige tous». Ouais, tout à fait. En fait, moi, de par mon expérience, j'ai pu le constater que un manager, souvent, c'est quelqu'un qui a été expert dans son service, qui a une certaine ancienneté. Son N+1, part à la retraite, part, tout simplement, bref. Et du coup, il est promu d'une certaine manière et de manière, on va dire, naturelle à cette nouvelle fonction où il va devoir gérer l'équipe. Hem, pour éviter du coup, parce que là, dans ce que je décris, on comprend que ce sera un très mauvais manager. Mais dans ce cas de figure, par exemple, précis, qu'est-ce que l'organisation doit faire, mener? Devrait-elle pas du coup, positionner cette personne en tant que chef de service, mais recruter quelqu'un d'autre qui a cette en fait, il faut qu'il y ait cette double compétence. Il faut que la personne connaisse le service et soit manager finalement. C'est ça Oui, la complexité du poste. oui, tout à fait. Donc il faut pas avoir peur de valoriser quelqu'un pour ses compétences techniques et de dire: «Bah, c'est notre pilier technique, et on a besoin de son savoir». Et de comprendre que la systémie de l'organisation a besoin de des sortes de connecteurs logiques, d'accord? 2 personnes qui vont catalyser, qui vont comprendre en fait les rôles de chacun et qui va mettre de l'huile dans les rouages. Alors c'est presque 2 choses qui peuvent être différentes, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas il y a certaines fonctions, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise parfaite de la technique. Mais alors, par contre, on peut pas arriver en mode, «Je sais rien et j'arrive, bonjour, je vais vous manager». Mmh mh. Il y a un travail hyper important, c'est-à-dire que, le manager comme le stratège doit tout voir, tout entendre. Puisque le job du manager est de mobiliser des individus dans un contexte qu'il a compris. S'il comprend pas le système, s'il ne comprend pas l'organisation, ni l'environnement dans lequel elle gravite, elle est pas prête, cette personne n'est pas prête à emmener des gens avec elle, puisqu'elle ne va pas être en mesure de les rassurer dans ces zones d'inconnu, en fait. Quelles sont les compétences clés, selon toi pour un directeur de service, par exemple? Humilité, esprit critique. Humilité, prendre les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Esprit critique, être capable de se reconfigurer, en permanence et toujours penser qu'on va s'adresser à quelqu'un, on va vulgariser. C'est-à-dire que si on veut mobiliser, on doit avoir une voix qui est vraiment intelligible, on doit être clair. On doit pouvoir, rassurer. Tout en étant aussi exigeant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément hurler, on doit pas forcément hurler sur les gens. On doit, on doit plutôt chercher à créer le juste ton pour pouvoir mobiliser nos équipes pour atteindre, des objectifs et ça oui, ça fait preuve de beaucoup de subtilité et l'esprit critique, c'est aussi la capacité du manager à se remettre en cause et c'est souvent surtout quelque chose, auquel on se heurte. C'est moi le chef, donc je sais, vous, vous êtes bête et puis, c'est à vous de aller apprendre quelque chose parce que moi je sais tout et Bon, tu connais ma sensibilité justement sur l'intelligence artificielle et du coup, comment vois-tu, le leadership, mais dans voilà, avec des grands guillemets, dans sa globalité, avec tout ce qu'on vient d'énumérer? Comment tu vois, on va dire, la transformation digitale? C'est pareil, c'est un mot vraiment, très bateau, hein, qui comprend du coup l'intelligence artificielle, le changement des process et cetera. Comment tu vois, le leadership, le management évoluer avec l'arrivée des nouvelles technologies d'intelligence artificielle au sein des services, et des entreprises? alors, je vois une très grosse évolution et une évolution du côté de l'humain, puisque grosso modo, ces technologies, et d'ailleurs on fera pas, de la sémantique dessus, mais revient à créer un outil qui va mobiliser une technique. Donc on va être plus sur quelque chose de productif. Les humains derrière vont être challengés sur quelque chose qui va être, plutôt de revenir à l'humain justement et de pas concevoir le management ou le leadership comme appuyer sur des boutons en disant aux humains: «Vous faites quelque chose». On va avoir des outils, notamment dans le tertiaire principalement, qui vont, produire, des documents, à la place d'humains et que nos humains, eux, vont être plus dans la conception et donc la conception je reviens sur l'esprit critique, va devoir faire l'objet d'intelligences collectives qui vont être, challengées par l'IA, mais qui, in fine, la décision on va réapprendre à décider. C'est ça qui va être important. Ouais.
parce que, aucune IA, ça n'a jamais été la finalité de l'IA que de décider. Elle est là pour appuyer, pour soutenir et il faut savoir s'en servir comme tel. Mais par contre, c'est sûr qu'on va avoir des humains qui disent: «Il y a l'IA, je me cache derrière et puis elle fera à ma place». Bah, en fait non, si elle fait à ta place, tu peux arrêter de travailler en fait et mais en fait non, pour moi, elle va nous amener plus loin et il faut plutôt avoir des leaders, des managers qui sont capables d'être de vrais éléments, rassurants, mobilisants et qui vont inviter les gens à se dépasser. Est-ce que tu penses du coup, quel serait un peu le comment va aller le marché du travail sur ces prochaines années, concernant justement ces nouvelles technologies? Alors concernant ces nouvelles technologies, je pense qu'on va avoir des recrutements massifs dans, les boîtes de la tech parce qu'on aura forcément toujours quelque chose à développer. On va avoir une reconfiguration, c'est-à-dire que, par exemple, si je regarde le monde du conseil, encore une fois, il y a beaucoup de boîtes, bon, quand j'entends le conseil au global, hein, parce que même les avocats étaient inquiétés, à certains moments, ce qu'on va dire, il y a beaucoup de gens qui sont trop dans les analyses, d'accord? Qui vendent des analyses. Alors, je vois chez Quince, c'est pas du tout notre truc. Nous, on est plutôt dans la prise de décision et le déploiement. Ça tombe bien, l'IA, elle peut pas le faire. Par contre, les analyses, oui. On va avoir une reconfiguration des jobs et mes étudiants me posent souvent la question de se dire: «Oh, nous les juniors, on va trouver comment du job?» Mais en fait, il y a toujours eu de toute l'humanité des évolutions technologiques qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu peur, mais on a toujours eu 20 ans. On a toujours eu des jobs de juniors et ainsi de suite. Donc je pense qu'on est, dans des reconfigurations profondes de certaines activités qui ne veulent pas forcément dire suppression d'emplois, mais qui veulent dire redéploiement des emplois et donc il faut absolument, se remettre à se former, se dire: «Bon OK, mon job se faisait comme ça aujourd'hui, mais mon job va évoluer et voilà ce que je peux faire dedans et ce que j'ai envie de faire ou que je sorte parce que j'ai plus envie de faire ça, plutôt que ça devienne une maladie, ben je m'en vais, je vais faire autre chose» et qu'on Mmh. puisse accompagner ces gens, dans cette transformation et pour moi, je pense qu'on va quand même avoir l'émergence de pas mal de nouvelles fonctions, dans les organisations qu'on peut pas forcément encore nommer. J'avais vu passer un papier, mais je me souviens plus de la source exacte, mais c'était une étude de Harvard qui disait que, par exemple, en 2030, le premier critère de recrutement sera, l'esprit critique et l'esprit analytique chez un candidat et non plus la capacité à maîtriser techniquement quelque chose. Je comprends aussi l'inquiétude des juniors puisque, du coup, un junior avait besoin d'un confirmé ou d'un expert pour pouvoir apprendre et monter en compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, un junior avec l'intelligence artificielle a pratiquement, hein, je grossis le trait évidemment, mais a pratiquement déjà un niveau finalement, on va dire, de confirmé. Hem, mais donc du coup, il y a un effacement aussi assez progressif de l'expertise qui est maintenant, on va dire, minimisé par l'expertise de l'intelligence artificielle, encore que, il faut connaître l'utilisation de celle-ci. Tout à fait. Mais je trouve que du coup, ça aussi, ça se simplifie de plus en plus. Il faut être pardon. Non, non, c'est là où je reviens sur l'intelligence collective et la force Mmh. de se dire: «OK, maintenant on va apprendre à être nous-mêmes, des des intelligences humaines, on va dire collectives et on va réfléchir ensemble». Parce qu'il faut croiser nos analyses. Absolument. Et c'est ça, en fait, peut-être le plus gros défi qu'on va retrouver dans les organisations, c'est de se dire, c'est plus moi je pense et vous exécutez, c'est nous pensons et faisons exécuter une technologie. Je pense que justement l'humain a construit, bah, tout ce qui nous entoure par rapport au règne animal, c'est lié vraiment à notre intelligence collective puisque du coup on a été capable de pouvoir créer un certain nombre de choses et de se servir de ce que les autres ont créé pour pouvoir peaufiner et créer de nouvelles choses et voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un monde, aussi technique et moderne et c'est grâce justement à l'intelligence collective humaine qu'on est arrivé à ce stade-là et je pense que oui, s'il y a bien quelque chose qui devra être préservé et continuer justement de croître, ce serait bien, l'intelligence collective finalement. Tout à fait. Et grâce à des gens comme toi qui, J'espère, permettent de mettre en lien les intelligences de tout à chacun pour les organisations. j'espère. En tout cas, c'est l'objet de 15, effectivement. Très bien. Bah, ça touche pratiquement à sa fin. J'avais juste une dernière question, qui est assez simple à poser, mais pas facile à répondre. Est-ce que tu voudrais répondre à une question qu'on ne pose jamais? Allez, Ce serait laquelle, du coup? C'est à toi de te trouver ta propre question qu'on ne pose jamais.
et d'en faire aussi la réponse? La question qu'on me pose jamais est d'en faire la réponse. Excellente question, parce qu'on me la pose jamais. Chose généralement, c'est quelque chose que tu aimes bien en parler ou tu as un avis sur un sujet, mais voilà, l'occasion ne se présente jamais, de pouvoir, l'expliquer ou de pouvoir l'approfondir, par exemple. Si ça te donne un indice, sinon c'est pas grave. Heu, c'est peut-être quelque chose qui alors ce que j'adore faire, mais ce sont mes étudiants qui le font, alors ce qui est paradoxal parce que je le fais pas en entreprise, mais par exemple, je commence mes cours, chaque fois par une question d'actualité. C'est-à-dire qu'on peut lancer je leur apprends l'intelligence collective en faisant comme ça, leur montrer comment on va décrypter ensemble, un environnement et c'est vrai que ça lance des challenges, ça lance beaucoup de questions qui m'amènent moi-même à réfléchir avec eux en direct. Et cette question, c'est peut-être des choses aussi que j'aimerais pouvoir trouver dans les entreprises, c'est de se dire: «OK, comment on arrive à démarrer ça et comment on fait en sorte que l'entreprise, elle prenne, cette dimension de se dire: "OK, je prends conscience qu'on a un souci"?» Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'aimerais le retrouver dans les entreprises, mais ça ne se produit en généralement pas parce qu'en général l'entreprise, c'est quand j'arrive, c'est: «Ouh là, vous allez avoir du travail». Super. Eh ben, merci beaucoup Xavier. Cet Merci épisode Ludo. touche à sa fin. Merci pour, ton authenticité et puis ton parcours, ultra inspirant Bah, c'était et avec merci à plaisir en tout cas. tous. Merci à tous de nous avoir écoutés.